Chaque histoire de ce podcast est une trajectoire de vie personnelle, singulière. Elle ne représente qu'elle-même, car chacun a son histoire et chacun a sa mémoire. Et de nous, qui se souviendra? Par Nicole Guidicelli. Marie-Jeanne est pied noir du côté maternel. Son grand-père est d'origine espagnole. Il a quitté l'Andalousie au début du XIXe siècle pour émigrer en Algérie. Il est ouvrier agricole, travaille de ferme en ferme et finit par s'installer à Saïda, une ville aux portes du désert en Oranie, au nord-ouest de l'Algérie. Saïda, ça voulait dire la bienheureuse. C'est une ville de garnison. Plusieurs corps de l'armée y sont présents, l'armée de terre, l'armée de l'air et la Légion étrangère. Nous sommes dans les années 50, en Algérie. Ma mère a élevé ses frères et sœurs parce que sa mère est morte du typhus à 48 ans. Et ensuite, elle a mené une existence un peu chiche, un peu chiche d'enfant, d'ouvrier agricole. Et j'ai appris bien plus tard ce que ça voulait dire les colons, parce que nous n'étions pas enfants de colons. Nous étions, en tout cas ma mère elle travaillait pour les colons. Je suis née, moi, en 1951. Et en 1956, ma mère a rencontré ce qui allait devenir mon père. Elle a rencontré un légionnaire qui m'a tout donné, qui m'a tout appris, qui m'a donné des valeurs extraordinaires, de respect, d'amour. Et donc je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à lui. Notre vie d'enfant, c'était le vélo, la piscine, les glaces. On allait tous les soirs, on allait à ce qu'on appelait la crèmerie à l'époque. Nous, les enfants, on nous mettait assis sur le trottoir et on roulait le couscous dans des grandes panières. Et nous jouions ensemble. Et il y avait des mères juives, des mères algériennes, des mères espagnoles. Il y avait vraiment une communauté différente. Hein. Il n'y avait pas cette ségrégation qu'il y a aujourd'hui, cette différence qu'il y a aujourd'hui, je ne sais pas le mot juste. En tout cas, je ne l'ai pas senti en tant que petite fille. Mes copines s'appelaient Aïcha, s'appelaient Fatima, s'appelaient Rachel, Danielle et Jocelyne, qui étaient, elles, toutes les deux juives. On fêtait la Pâque juive, on fêtait le Ramadan, il y avait les gâteaux, il y avait tout le temps des gâteaux de toutes les communautés. Je garde fondamentalement cette richesse. Bien sûr, quand j'étais gamine, je disais pas ces mots-là, je disais pas cette richesse-là, mais pour moi, c'est devenu plus tard, c'est ma ligne de conduite. Parce que j'ai été élevée dans ce partage-là. Les petites filles qui ont roulé la semoule de couscous, on était toutes les quatre. Enfin, il y avait, voilà, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. Et je le raconterai peut-être plus tard, mais c'est probablement ça qui a construit la formatrice que je suis, qui a construit aussi l'importance pour moi de transmettre. Ça sert à quoi de vivre des choses si ce n'est à les transmettre. De 56 à 60, ça a été des événements. Nous, les enfants, on était à la fois dans la joie, à la fois dans la... Et puis tout d'un coup, on entendait « c'est des attentats, il faut se mettre sous les lits, ». Et on faisait ce qu'on nous disait, point. Et puis petit à petit, les choses ont commencé à
à prendre du sens et à prendre un petit peu de quelque chose de plus lourd, de plus lourd. Je me souviens aussi que, mais ça c'est beaucoup plus tard, c'est en 62 je pense, que j'avais peint sur mes ongles, j'avais fait bleu, blanc, rouge. Et il y a quelqu'un qui m'a dit « Toi, à la sortie, je vais te tuer ». Cette remarque, elle m'a été faite par une petite fille, je suppose, algérienne. J'ai ce souvenir un peu vague de cette école, de cette sortie d'école où je me suis disputée. Et après ça, mon père m'a accompagnée tous les jours avec le chien. J'ai pris conscience du danger et conscience de ce qui se passait quand j'ai entendu ma mère qui disait qu'ils ont tué le cousin Pierre, et ils l'ont tué. Donc voilà. Alors si je dis le mot tuer, c'est pas le mot juste. Hein. C'était le mot juste, c'était égorger. Et surtout, c'était l'ambiance où à la fois c'était explosif et à la fois on essayait de protéger les enfants. Je vais avoir 10 ans, 11 ans. Alors les conditions de départ, elles ont été catastrophiques. Elles ont été catastrophiques parce qu'on s'est levé un matin et il y avait une tête de mort sur la porte. Et on a tout de suite compris qu'il fallait qu'on s'en aille. Alors c'était en juin, je pense qu'on avait fait un défilé, il y avait eu une bagarre et mon père a sorti son arme. Donc à partir de là, c'était terminé. Notre histoire algérienne était terminée, il fallait qu'on s'en aille. Et le lendemain matin, on nous l'a fait comprendre. En une semaine, tout a été plié, on est parti. Et comme mon père était militaire, on avait la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un cadre. C'est-à-dire qu'il a pu rapporter des meubles d'Algérie, mais dans ce cadre-là, on n'a pas pris nos meubles à nous. Donc toute la famille a mis ces meubles-là dans ce cadre-là, de ce cadre militaire. Mais nous, on est partis en urgence. On est monté dans une voiture, on nous a rien expliqué, on nous a dit il faut partir. Donc on est arrivé à Oran, on a pris le bateau et là je me suis marrée. Là je me suis amusée. C'était la fête. Je courais, je partais. J'étais une enfant joyeuse et curieuse. J'étais curieuse de tout, je n'avais pas peur. Il fallait que je comprenne tout. L'arrivée, ça a été le choc. À Marseille, on a été séparés. Quand on a quitté le bateau, on a été séparés, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Il fallait qu'on dorme. Je sais que ma mère, ma sœur et moi, nous avons dormi dans un hangar, toutes les trois, et mon père et mon frère ont dormi dans un autre hangar, séparés. Et donc on a dormi là, je ne sais pas trop comment, je n'ai pas de souvenir dramatique. Le souvenir dramatique, il était le lendemain matin, quand ma mère, qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire, on l'a déposée à la gare Saint-Charles, et là elle attendait son mari. Et là, elle attendait son fils. Et là, nous attendions mon père qui, lui, savait écrire et lire et qui était comptable et militaire. Et là, la petite fille que j'étais de 11 ans s'est promis qu'elle saurait lire, qu'elle saurait écrire et qu'elle saurait se débrouiller dans la vie, toute seule. Et qu'elle connaîtrait les points cardinaux. Et donc, nous avons pris le train. Mon père est enfin arrivé. Donc ça a calmé, on a pris le train et on est arrivé en France. Et là ça a été un petit peu plus compliqué. On est arrivé donc au mois de juin, on est arrivé dans un village du Beaujolais. Alors c'est drôle parce que je m'attendais à ce qu'on soit accueillis par la famille de mon père. Et en fait, on n'a pas été accueillis par la famille de mon père. Ils nous avaient trouvé un logement à 15 km de chez eux. Donc, on a été un petit peu... J'ai assimilé le fait qu'on nous rejetait. Point. Que cette famille-là ne voulait pas nous voir de trop près. On a vécu dans cet appartement, on était donc 5. Et progressivement, de juin
à septembre, la famille maternelle, toute ma famille du côté de ma maman, c'est-à-dire ses 2 frères, sa sœur, les grands-parents, mon grand-père, ma grand-mère, ils sont tous arrivés progressivement et leur point de chute, c'était chez nous. Parce que le rapatriement, ça se faisait par jumelage. Et donc la ville de Saïda était jumelée avec Rouen. Et il y a une partie de cette famille-là, du côté maternel, est partie sur Rouen. Soit parce qu'ils étaient fonctionnaires, soit parce ils faisaient partie de l'hôpital. J'avais des tantes qui étaient aides-soignantes ou femmes de service, je ne sais pas. Tous ceux qui avaient un poste de fonctionnaire, ils ont été mutés à Rouen. Et ceux qui étaient proches de ma mère sont arrivés ici, dans le Beaujolais. J'ai pas senti, c'était la famille encore. On était encore dans cette ambiance de famille, de fête, de retrouvailles, même si parfois ça pleurait beaucoup. Mais nous, les enfants, on n'était pas impactés. On riait, on était dehors, on jouait dehors, Les personnes âgées, elles étaient silencieuses. Parce que je pense que certains, on n'osait pas dire, on faisait profil bas. On avait la consigne qu'il fallait pas déranger, qu'il fallait bien parler le français, qu'il fallait pas se faire remarquer. Et j'ai une phrase qui me laisse, que j'ai dû travailler par la suite en thérapie. Ma fille, reste à ta place. Plus tard, en grandissant, la place, c'était quoi la place? C'était quoi ma place? Mais ce qui était sûr, c'est qu'il fallait oublier l'espagnol, il fallait oublier l'arabe, il fallait parler français. Et quand ils parlaient entre eux, les anciens, mes grands-parents, ils parlaient en arabe. S'ils ne voulaient pas qu'on comprenne, ils parlaient soit en arabe, soit en espagnol. Alors ils se sont méfiés de l'espagnol parce qu'en grandissant, on comprenait. Ma mère, sa famille, certains s'en sont jamais remis. Ils sont restés entre eux. Alors ma mère, elle était plus ouverte parce qu'elle faisait très bien la cuisine, parce qu'elle faisait très bien les paellas, parce qu'elle avait le sens du recevoir, elle avait le sens. Et ils aimaient venir manger chez nous. Elle faisait des bons repas, elle avait l'art de la table, elle savait recevoir. Et petit à petit, elle s'est fait accepter par cette famille française qui pensait qu'elle était arabe en fait. Et ils pensaient que nous, on était des Arabes. J'ai compris plus tard pourquoi tous ces jugements sur cette population qui se croyait française, et quand on est arrivé ici, on a vu qu'on n'était pas considérés comme de vrais Français. Sale pied noir, tu viens manger le pain chez nous, ça je l'ai entendu, mais dans la cour de récréation de 11 ans à 14 ans, mais j'ai entendu, aujourd'hui on dit « oh ça va », mais c'est une phrase que j'ai entendue, qui m'a été dite souvent. Donc aujourd'hui, à 70 ans, j'ai pas d'amis d'enfance. J'en ai pas. C'est quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à fréquenter d'autres gens, tout ça, et c'est là que j'ai pris conscience de ce que c'était que l'Algérie colonisée, que ce que c'était que la colonisation. Et comme je suis rebelle et que je ne me laisse pas faire, j'ai dit d'accord. Et j'ai commencé à lire, à comprendre et à rechercher, à comprendre pourquoi on me disait « mais vous êtes tous des colons, vous êtes venus, vous vous êtes enrichis sur le dos des Arabes », enfin des choses qui n'avaient rien à voir avec ce que j'avais vécu. Étant donné que mes parents étaient ouvriers, mon père, c'était un militaire, c'était pas un haut gradé, mais voilà, c'était des gens, des ouvriers. Et donc, il y a eu ce choc-là. Ce choc des représentations qu'on me renvoyait et qui n'étaient pas la réalité. Et moi, à l'époque, j'étais tellement rebelle que je rentrais dans l'art. À chaque fois, je me défendais. À chaque fois, je disais « mais c'est vous êtes une bande de... » J'étais rebelle et un petit peu très vindicative. Et je rentrais chez moi et petit à petit, quand j'ai commencé à lire l'histoire d'Algérie, quand j'ai commencé à comprendre, à un moment donné, je me suis rebellée aussi contre ma propre famille en disant « vous êtes une bande de cons. Si vous aviez fait autrement, peut-être que vous y seriez toujours. Alors arrêtez de vous lamenter. » Et à partir de ce moment-là, on m'a appelée la gauchiste.
Le plus douloureux, je crois pour moi, ça a été de mes 15 ans à mes 22 ans, où je devais à chaque fois me prendre en pleine tête le fait que j'étais pied noir, que j'étais pas comme tout le monde, que j'étais pas ci, que j'étais pas là, que j'étais une pied noire. Et ça je l'ai vraiment mal vécu, parce qu'en même temps, c'était l'époque où aussi, je cherchais mon identité, je cherchais à séduire, à plaire, 17 ans. Voilà, et chaque fois, je rencontrais... Alors les filles, ça allait, mais je me suis pris le chou plusieurs fois avec des hommes en disant « Ouais, non, mais vous les pieds noirs, quoi. » C'était vraiment, vous les pieds noirs, c'était quelque chose que... Alors après, j'ai pris l'habitude de ne plus rien dire. Mais j'étais au garde à vous. J'étais quand même au garde à vous. Mais j'ai appris à différer ma réaction. À 23 ans, j'ai eu un problème de santé et tout le pulse de mon enfance a été mis par terre. J'ai mis 10 ans à reconstruire mon histoire, dont le projet de retourner en Algérie pour remettre en forme tout ce pulse qui s'était défait. Parce que oui, j'étais rebelle, oui, je me suis rebellée contre cette famille que je soupçonnais faire partie de l'OAS, que je soupçonnais d'être facho, que je soupçonnais... J'étais dans ces idées un petit peu de cet jugement de ma propre famille. Et du coup, ça m'a permis de remettre tout à plat. Et donc, c'est simplement des gens bien qui étaient ouvriers et qui n'ont pas compris ce qui leur arrivait, en fait. Les gens, les colons, les gros colons, les gens riches ont compris ce qui se passait, mais eux, ils n'ont pas compris. Les ouvriers, les petits gens, ils n'ont pas compris. Après, je me suis documentée et tout, et j'ai appris, j'ai dit, mais attendez, tous les pieds noirs qui sont revenus d'Algérie, ils n'étaient pas tous colons, hein. Il y en a certains, ils sont arrivés avec une main devant et une main derrière, hein. Ils avaient pas de... Il y en a qui ont tout perdu. Ah, les colons, oui, eux, ils sont arrivés, ils ont pris des vignes et tout en Corse, dans le sud de la France et en Andalousie. Mais la majorité, c'était simplement des ouvriers qui ont été parqués dans des HLM ou dans des baraquements. À Vénissieux, il y avait des baraquements, ce qu'on appelait les baraquements. Moi, j'ai eu un de mes oncles qui était dans des baraquements, qui a atterri. Il est arrivé d'abord chez nous, comme je vous le disais tout à l'heure, et de chez nous, ils ont été dispatchés un petit peu. Comme il était fonctionnaire aussi, il est rentré au TCL dans la ville de Lyon, et il a été... On ne disait pas parqué, parce que ce n'est pas des mots qu'on utilisait, mais il était logé dans des baraquements. Il n'y a pas eu d'éclatement familial dans notre fratrie. Ma mère a accueilli toujours. Et puis, on a les fêtes, on se réunissait. Voilà, ça a été les mariages qu'on a pu faire. On a réuni toute la famille. Non, il n'y a pas eu d'éclatement familial. Non, pas chez nous. Mais en même temps, ils sont restés quand même peut-être un peu entre eux. Et il n'y a pas eu d'éclatement familial, mais il y a eu très peu d'ouverture. Ils étaient en sécurité. Quand ils étaient entre eux, ils étaient en sécurité. Et donc, du coup, l'ouverture vers les autres, il n'y a pas eu de véritable relation durable avec des extérieurs. Ils sont quand même un peu restés entre eux. Donc, ils se sont intégrés. Mais ils se sont intégrés que parce qu'ils ne bougeaient pas, parce que ils étaient intégrés parce qu'ils ne faisaient pas de bruit. Parce que ils étaient aussi dans la religion catholique, ils étaient aussi dans la culture du pays dans lequel ils étaient, mais ils se sont pas sentis français. Non, je crois pas. Même s'ils le revendiquaient, on est des Français, mais au fond d'eux-mêmes... alors, je crois que quand ils sont arrivés là, mais ça c'est une interprétation de ma part, peut-être que quand ils sont arrivés là, la famille de ma mère a plus fait ressortir son identité espagnole. Parce qu'il y avait comme ça un peu, pas conflit, mais il y avait un petit peu un décalage entre l'acceptation d'eux ici en France, et ils se sentaient finalement beaucoup plus espagnols que français.
ce que j'ai hérité de tout ça, c'est énorme. Je me suis mariée, j'ai eu 2 filles, je les ai élevées. On avait fait le choix avec mon mari de ne pas que je ne travaille pas. Et puis, très vite, une fois que mes filles ont eu 8-10 ans, j'ai compris qu'il fallait que je retravaille. Et j'ai travaillé, et j'ai travaillé, et j'ai travaillé jusqu'à devenir moi-même directrice de maison de retraite. Et après 17 ans de direction, je suis devenue formatrice. Formatrice dans le secteur du médico-social pour transmettre. Et à partir de ce moment-là, ça fait depuis 2003 que je suis formatrice, je le suis encore, je n'ai eu de cesse que d'expliquer ce que c'est que la vieillesse dans chaque culture et le respect des personnes âgées, le respect du soignant, que le soignant doit avoir auprès des personnes. J'œuvre pour faire respecter la règle de non-jugement et de dire avant d'aller soigner les gens, acceptez-les comme ils sont, quoi. Ma naissance, mon parcours en Algérie ont fait la femme que je suis aujourd'hui. J'en suis persuadée. Alors je ne suis pas parfaite, loin de là, et j'ai aussi mes travers, et j'ai aussi mes douleurs, et j'ai aussi parfois mes tentations de rejeter l'autre. Mais il y a toujours une petite voix qui me dit « Attention, attention ». Qu'est-ce qui me reste de cette histoire d'Algérie française? 2 émotions. L'émotion de joie, parce que j'ai été joyeuse, j'ai été élevée dans la gaieté. L'émotion de rejet, de différence. T'es pas comme nous, t'es différente alors que... Oh mais toi t'as de la chance, hein, t'es pas noire, hein, toi. T'es pas basanée, toi t'es blanche, t'es vraiment pied noir, toi. Les politiques, là, ils ont foiré vraiment. Je ne sais pas c'était l'intérêt de qui, mais récemment j'ai regardé... un reportage sur l'Algérie, et quel gâchis, quoi. C'est vraiment un beau gâchis. Un gâchis de mon point de vue pour les Algériens, et un gâchis pour la France. Et il y a même quelqu'un qui m'a dit, au club des anciens, « Ouais, mais mon fils, il est mort, il était appelé, c'est à cause de vous qu'il est mort, mon fils. »« À cause de moi ? Il est mort, d'accord, ok. » Oui, parce que c'était un appelé, on l'a envoyé là-bas pour vous défendre, mais il est mort. Et là, vous voyez, l'accent revient. C'est l'accent pied noir qui revient. Et quand on entend ça, c'est à respecter aussi. C'est une dame de 85 ans qui a perdu son fils de 20 ans, un appelé pour aller... Et c'est ça, quand je parlais de gâchis, le gâchis, il est là. C'est-à-dire tous ces jeunes qu'on a envoyés se faire tuer pour défendre une utopie. Pour défendre une utopie. Mes racines, elles sont virtuelles. Mes racines, je n'ai pas de racines. Mes racines, elles sont... Je suis née en Algérie. J'en suis partie de façon brutale en 62. Je ne me suis pas enracinée. J'ai vécu dans 3 endroits différents, dans 3 villes différentes. Et dans ces 3 villes différentes, je n'ai pas construit de relations intimes. Non, j'en ai pas construit. C'est pas possible. J'étais toujours d'ailleurs. J'étais toujours celle qui était différente. Alors probablement que j'ai ma part de responsabilité, sûrement même. Au début de l'entretien, je parlais de la place. Et cette question de la place, elle rejoint aussi celle des racines. C'est pas facile de s'enraciner, de se sentir du sol. Et aujourd'hui, je vis dans un village où les gens sont du cru, les gens sont du sol, les gens ils sont implantés dans ces racines de la Bresse. Je n'y suis pas, je ne suis pas de là. Je suis retournée en 82, je crois, en Algérie. J'avais tellement de souvenirs, tellement d'images. Et j'avais un deuxième problème, c'est que mon mari, lui, il ne parlait que de son enfance, c'est son village de Bressan, son village de la Croix-Rousse, son village de ça. Et moi, chaque fois que je parlais de mes souvenirs, il y avait une fin de non-recevoir. Ouais, non, mais chez vous, c'est pas pareil. Ouais, non, mais les pieds noirs, oui, c'est pas pareil. Et là, j'ai compris que je devais y retourner pour savoir si mes souvenirs étaient justes. Et pour prouver, et j'ai emmené ma mère et mon conjoint. J'ai dit, tu vas venir avec moi. Parce que toi, tu parles de ton petit village de naissance. Et moi, quand j'en parle, c'est une fin de non-recevoir. Ça veut dire quoi, ça? Je suis pied noir. Je suis née là-bas.
là-bas. Vous avez colonisé la France, l'Algérie. Lapsus. J'ai dit, ça veut dire quoi? J'ai pas le droit, moi, de parler de mes souvenirs? J'ai pas le droit de parler de mon enfance en Algérie? C'est ça que tu es en train de me dire? Et ça m'a rappelé que quand on est arrivé, il fallait pas se faire remarquer. Et aujourd'hui, je sais qu'après moi, je suis la dernière. Je suis la dernière génération. 70 ans, c'est terminé. Mes petits-enfants m'ont fait une chanson pour mes 70 ans et m'ont dit « T'es né en Algérie, à Saïda ». Voilà, ils m'ont fait cette chanson-là, j'ai les paroles. Et pour moi, c'est important de ne pas leur mentir, de leur dire qui je suis. Oui, j'ai des origines espagnoles. Oui, j'ai des origines pieds-noirs. Et ce que je le suis grâce à cette histoire aussi. Aujourd'hui, je ne la renie pas. Je ne renie pas cette histoire-là. J'ai décidé que mes cendres retourneraient là-bas. On ne pourra pas les disperser là-bas, mais on va les disperser dans la mer pour qu'elles puissent retourner là-bas éventuellement. Il va falloir qu'ils aillent loin pour que les cendres aillent en Algérie, parce que probablement qu'elles vont. Mais j'ai décidé ça, que je ne serai pas enterrée ici. D'abord parce que après nous, personne ne va venir sur les tombes. La question de la tombe, la question du souvenir, elle reste aujourd'hui une question ouverte. Personne ne se pose la question. Moi, je me la pose et je me dis que je repartirai là où je suis née, en cendres, mais c'est important que mes enfants le sachent et que mes enfants et elles le font, je suis sûre. Et alors aujourd'hui, les gens d'ici me regardent de façon différente, tout simplement parce que le hasard total a voulu qu'on vienne me chercher pour faire partie de l'équipe municipale, que j'ai acceptée et que j'ai été élue. Je ne ferai pas mes racines ici, mais quelque part, je vais y laisser une petite trace. Un grand merci à Marie-Jeanne pour son témoignage. Cet épisode a été monté et mixé par Florian Lanoir et la musique est de Pascal Simoni. Et si vous aussi vous voulez témoigner et que je vienne à votre rencontre, vous pouvez m'écrire à quisesoutiendra@gmail.com. Ce podcast est dédié à mes parents ainsi qu'à tous les déracinés.